Dimanche 16 août 2026, 20h15. Ousmane Sonko s'installe face caméra. L'entretien est diffusé en même temps sur Walf TV, Xalat TV, Sud FM et le groupe Solo Media. Une mutualisation éditoriale rare qui, à elle seule, révèle déjà l'ambition de cette prise de parole. Toucher le plus grand nombre de foyers sénégalais au même moment, sans laisser à un seul média le monopole de l'interprétation. Ce que le président de l'Assemblée nationale va dire sur ses relations avec Bassirou Diomaye Faye, sur la transparence et sur la souveraineté, mérite qu'on le décortique phrase par phrase. Dans ce genre d'exercice, chaque mot est pesé. Si vous aimez ce travail de décryptage qui va au-delà du simple résumé, c'est le moment de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On a beaucoup de matière à traiter ensemble aujourd'hui. Commençons par la phrase qui a le plus circulé au lendemain de cet entretien, celle que la plupart des rédactions ont retenue comme le cœur du message. Mon désaccord avec le président Diomaye ne relève pas de la politique, mais bien des exigences de transparence et de souveraineté. Cette formule mérite qu'on s'y arrête. Sonko ne nie pas l'existence d'un désaccord. Il le reconnaît sans détour, mais il en déplace immédiatement la nature. Ce ne serait pas un désaccord de pouvoir, de calendrier ou d'ambition personnelle. Ce serait un désaccord de principe autour de deux mots qui structurent tout le discours fondateur de PASTEF depuis ses débuts dans l'opposition, la transparence et la souveraineté. En choisissant précisément ces deux termes, Sonko fait plus que commenter sa relation avec le président. Il se positionne comme le gardien des valeurs originelles du mouvement, celui qui refuse de dériver de la ligne, quitte à ce que cela le mette en tension avec l'homme qu'il a lui-même contribué à porter au pouvoir en 2024. Et c'est là qu'apparaît un premier paradoxe intéressant. Plusieurs médias ont titré sur la rupture ou des formules presque définitives. Or, si l'on regarde le fond des propos, Sonko ne rompt rien du tout. Il maintient son compagnonnage politique avec Diomaye Faye. Il ne remet pas en cause l'alliance, il ne parle jamais de rupture au sens propre. Ce qu'il fait, c'est reconnaître l'existence de sensibilités différentes au sein du pouvoir, une formule beaucoup plus mesurée que celle reprise en titre. Ce décalage entre la mise en scène médiatique et le contenu effectif est en soi un objet d'analyse. Il montre à quel point la moindre nuance dans le discours de Sonko est scrutée, interprétée, parfois surinterprétée par un écosystème médiatique et militant qui cherche partout un signal de crise. Sonko le sait. Il joue avec cette caisse de résonance sans jamais franchir la ligne rouge du désaveu ouvert. Si vous trouvez ce niveau d'analyse utile, abonnez-vous maintenant. On continue. Venons-en au point de désaccord concret. C'est là que l'entretien devient vraiment instructif. Le premier concerne le rythme de l'action gouvernementale depuis 2024. Sonko défend l'idée que le mandat en cours devait d'abord traverser une phase d'assainissement des finances publiques, de rationalisation de l'action de l'État et de recherche de justice pour les victimes des violences politiques survenues sous le régime précédent avant de s'attaquer aux grands projets structurants que la population attendait. C'est un plaidoyer qui répond en creux à une critique largement répandue dans l'opinion. Celle d'un pouvoir PASTEF qui tarderait à concrétiser les promesses de rupture économique annoncées en 2024. En insistant sur la nécessité d'assainir avant de construire, Sonko défend son propre bilan à la tête de la primature pendant plus de 2 ans. Il envoie aussi un message plus subtil au gouvernement actuel. La phase d'assainissement qu'il avait initiée ne doit pas être abandonnée au profit d'une fuite en avant vers des annonces plus spectaculaires mais moins rigoureuses. Le deuxième point de friction, plus inattendu, concerne la fiscalité pétrolière. Un sujet hautement sensible dans un pays où le coût de la vie pèse lourdement. Sonko affirme que l'État sénégalais encaisse aujourd'hui plus de recettes grâce à la taxation des carburants qu'il n'en dépense pour soutenir les prix à la pompe. Il va plus loin en soutenant que le Sénégal applique l'un des niveaux de taxation les plus élevés d'Afrique de l'Ouest sur les carburants. Cette déclaration prend un relief particulier si on la resitue dans le calendrier. Elle intervient à peine un jour après que le gouvernement a procédé, le 15 août, à un ajustement à la hausse des tarifs des carburants. En creux, sans jamais nommer directement le gouvernement ni le président, Sonko pointe une politique fiscale sur l'énergie qu'il juge déséquilibrée. Au moment même où cette politique produit ses effets les plus visibles et les plus impopulaires dans le portefeuille des Sénégalais. Est-ce une critique directe adressée à l'exécutif actuel? L'entretien ne le formule jamais aussi frontalement, mais le timing, lui, parle de façon presque autonome. Le troisième axe de tension, sans doute le plus politiquement chargé compte tenu de l'actualité parlementaire de ces derniers jours, concerne la déclaration de patrimoine. Interrogé sur ses propres obligations déclaratives, Sonko rejette fermement toute accusation de manquement.
Il affirme avoir respecté scrupuleusement les exigences légales attachées à chacune des fonctions qu'il a occupées, de la mairie de Ziguinchor jusqu'à la présidence de l'Assemblée nationale en passant par la primature. Il mobilise le mot exemplarité pour se positionner comme le garant d'une logique de reddition des comptes que PASTEF revendique depuis toujours. Or, ce discours entre en résonance directe avec un autre événement de la même semaine. Plusieurs médias ont rapporté une déclaration attribuée à un cadre de PASTEF selon laquelle le président Diomaye Faye ne souhaiterait pas procéder à une déclaration de patrimoine de sortie. Mis bout à bout, ces deux éléments dessinent un contraste frappant. D'un côté, Sonko qui insiste publiquement sur son respect scrupuleux de la transparence patrimoniale et qui vient d'accepter, via l'amendement validé le 13 août, que cette obligation s'étende désormais à sa propre fonction. De l'autre, une réticence prêtée à l'entourage présidentiel sur ce même sujet. Il faut rester prudent. Ce ne sont pas des propos tenus par Diomaye Faye lui-même, mais par un cadre du parti. Et la nuance entre déclaration d'entrée et déclaration de sortie mérite d'être clarifiée avant d'en tirer des conclusions définitives. Mais le simple fait que ces deux discours cohabitent dans le même espace médiatique à quelques jours d'intervalle alimente inévitablement le récit d'un Sonko plus offensif sur la transparence que son propre camp au pouvoir. Le quatrième point, plus défensif, concerne la gestion des fonds placés sous l'autorité de la primature durant son propre passage à la tête du gouvernement. Sonko s'y présente comme en mesure de justifier chaque dépense engagée. Il affirme n'avoir jamais personnellement perçu de ressources issues de ces fonds et revendique avoir imposé des procédures strictes pour éviter les décaissements en espèces et renforcer la traçabilité des opérations. C'est un exercice classique de défense préventive. En anticipant d'éventuelles accusations sur sa gestion passée, Sonko cherche à verrouiller le terrain avant que d'autres ne s'en emparent, dans un contexte où la gestion des fonds publics est devenue, depuis plusieurs mois, l'un des sujets les plus scrutés du débat politique sénégalais, alimenté justement par les textes actuellement en discussion à l'Assemblée sur le contrôle des crédits spéciaux. Si vous suivez encore et que ce décryptage vous apporte quelque chose, abonnez-vous et activez la cloche. On entre dans la partie la plus structurante. Si l'on prend un peu de recul sur l'ensemble de cet entretien, une cohérence se dessine assez nettement. Sur chacun des 4 sujets abordés, rythme de gouvernance, fiscalité pétrolière, transparence patrimoniale, gestion des fonds publics, Sonko adopte systématiquement la posture du gardien de la rigueur. Celui qui rappelle les engagements initiaux de 2024 et qui, sans jamais désigner nommément un adversaire interne, laisse entendre que cette rigueur pourrait être en train de s'éroder ailleurs dans l'appareil d'État. C'est une stratégie de différenciation subtile. Elle lui permet de rester dans les clous de l'unité affichée avec Diomaye Faye, tout en construisant, entretien après entretien, meeting après meeting, l'image d'un homme qui incarne seul la fidélité à la ligne originelle du mouvement. Reste une question ouverte qui n'appartient à aucun camp en particulier. Cette stratégie de différenciation par la rigueur peut-elle rester indéfiniment compatible avec le maintien de l'alliance officielle entre les deux hommes, ou finira-t-elle, à force d'accumulation de nuances et de sous-entendus, par produire une clarification plus franche ? L'entretien du 16 août n'apporte pas de réponse définitive à cette question, mais il ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice. Et c'est précisément ce genre de pierre qu'il faut apprendre à observer et à assembler pour comprendre où va réellement ce duo au sommet de l'État sénégalais. Il y a un autre angle qui mérite qu'on s'y attarde, le contexte institutionnel dans lequel cet entretien s'inscrit. Il intervient à la veille d'une semaine parlementaire particulièrement dense, avec plusieurs textes attendus à l'Assemblée nationale dès le lundi 17 août, dans le prolongement direct de la session extraordinaire ouverte quelques jours plus tôt par Sonko lui-même. Autrement dit, cette prise de parole télévisée ne se déroule pas dans un vide politique. Elle précède immédiatement des débats parlementaires sur des textes que Sonko a lui-même contribué à mettre à l'ordre du jour, notamment la déclaration de patrimoine et le contrôle des fonds spéciaux. On peut légitimement se demander si cet entretien ne fonctionne pas en partie comme une mise en condition de l'opinion publique avant l'ouverture de ces débats. En insistant publiquement sur son propre respect des règles de transparence, Sonko se positionne en position favorable au moment même où l'Assemblée s'apprête à examiner des textes qui vont précisément renforcer ces mêmes obligations pour l'ensemble des plus hautes fonctions de l'État, lui y compris. C'est une manière de transformer une contrainte qui pourrait sembler subie en un engagement qu'il revendique comme sien, presque comme s'il en avait été l'initiateur naturel plutôt que l'un des sujets concernés.
Il faut aussi noter la manière dont Sonko choisit de gérer, dans cet entretien, la question de son propre bilan à la primature, qu'il a quitté en mai après plus de 26 mois à ce poste. Plutôt que d'éluder cette période ou de la présenter comme close, il continue de la défendre avec la même intensité que s'il était toujours en fonction. Il insiste sur la traçabilité des fonds, sur l'absence de décaissement en espèces, sur des procédures qu'il dit avoir lui-même instaurées. Ce choix de continuer à porter, mois après mois, la défense de son propre passage au gouvernement, alors même qu'il occupe désormais une fonction différente, traduit une volonté claire de ne jamais laisser le récit de ces 2 années entre les mains d'autres acteurs, qu'il s'agisse de ses adversaires politiques ou même, potentiellement, de son propre camp. C'est une gestion de l'image qui dépasse le cadre d'un simple exercice de communication ponctuel. Elle s'inscrit dans une stratégie de long terme, celle d'un homme qui prépare manifestement le regard que l'histoire politique récente portera sur son passage à la tête du gouvernement. Enfin, un dernier élément mérite d'être signalé pour compléter ce décryptage. Le silence dans cet entretien sur certains sujets qui auraient pu être attendus, notamment sur les échéances électorales locales et sur l'hypothèse d'un report du scrutin. 2 thématiques qui avaient pourtant occupé une large part de ses interventions publiques ces dernières semaines. Ce silence n'est évidemment pas anodin dans un exercice aussi calibré. Il suggère soit que Sonko a choisi de recentrer cette prise de parole sur les questions de gouvernance et de transparence, plutôt que sur le calendrier électoral, soit que ce dossier fait l'objet, en coulisses, d'une gestion plus discrète que celle qu'il avait adoptée jusqu'ici. Dans les 2 cas, l'absence d'un sujet peut être tout aussi révélatrice, pour qui sait l'observer, que la présence des autres. Voilà le tableau que dresse cet entretien du 16 août. Une différenciation maîtrisée, une posture de gardien des principes, un timing politique précis et des silences qui en disent long. Si ce décryptage vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et dites-moi en commentaire quel point de cet entretien vous a le plus marqué. On se retrouve très bientôt pour continuer à décrypter ensemble ce qui se joue vraiment au sommet de l'État sénégalais.